Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est ainsi que se terminent beaucoup de contes pour enfants. Dans la réalité, l'aventure ne s'arrête pas là. Les couples se retrouvent parfois confrontés à des crises. Sexualité, finances, éducation des enfants, infidélité, les sources de conflits sont nombreuses. Comment surmonter ces crises et repartir sur de nouvelles bases? Comment discuter sans se disputer? Faut-il tout se dire? Les crises sont-elles parfois bénéfiques? Quand entamer une thérapie de couple? Quand la rupture est-elle inévitable? Pour répondre à toutes ces questions, deux spécialistes, le docteur Wilfried Pavageau, qui est médecin sexologue, bonjour. Bonjour. Et Caroline Cruz, conseillère conjugale, bonjour. Bonjour. Auteur de ce livre, Il faut qu'on parle, 60 sujets à aborder en couple avant qu'il ne soit trop tard, c'est aux éditions du Rocher. Et on commence avec cette question d'Amélia qui dit « Je ne cesse de faire des reproches à mon compagnon, je ne peux pas m'en empêcher, lui pense que je le rabaisse, que faire ?» Alors les reproches, c'est effectivement un des sujets de dispute et de crise dans le couple. C'est évidemment pas la meilleure manière de procéder. Il vaut mieux, c'est ce qu'on indique par la communication non violente, il vaut mieux parler de soi au lieu de faire des reproches à l'autre. C'est-à-dire, et surtout pas de reproches rétrospectifs au moment où de toute façon on ne peut plus rien faire. C'est ce qu'il y a vraiment de pire dans la communication du couple. Quand vous dites parler de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de reprocher à l'autre ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, déjà lui demander au moment où on le souhaite de l'aide, et aussi essayer aussi de se remettre en question. Qu'est-ce qui fait que cette attitude qu'il a, cette manie qu'il a, cette routine qu'il a m'agace? Pourquoi est-ce que je suis particulièrement sensible à ça? Au lieu d'être systématiquement dans l'agression et dans le reproche. C'est évidemment pas une bonne manière de toute façon d'entamer une discussion, une conversation. C'est sûr, ça peut l'arrêter d'emblée. D'emblée. Alors, nous sommes partis à votre rencontre sur le trottoir en vous posant quelques questions. Quelles sont les sources de conflits dans le couple? Comment gérer les crises? Comment vous gérez les crises? Quelles sont vos solutions? Et vous verrez que chacun a sa petite idée sur le sujet, comme vous allez le voir dans ce micro-trottoir réalisé par Delphine Renaud et Benoît Lordelot. Autrefois, les couples, enfin je vois mes parents autour de moi, faisaient un effort à cause des enfants. Donc ils restaient ensemble. Maintenant, t'as un cheveu de travers, paf, allez, on se sépare. Je pense que c'est sain de se disputer. C'est sain de s'engueuler parce que si on ne se dispute pas, ça veut dire qu'on ne se dit pas forcément les choses. Et que du coup, on est un peu dans une impasse. C'est pas toujours la jalousie ou une tromperie ou quelque chose de cet ordre, mais c'est des fois des difficultés professionnelles difficiles à gérer, et c'était mon cas. Un couple, c'est comme une danse, on est collés, l'un ne va pas au même rythme que l'autre, on se retrouve, on se tient, on se lâche, blablabla, toutes ces images-là. Et c'est comme ça, il faut toujours s'adapter en fait, je veux dire. Et si on aime vraiment l'autre, on fait cet effort-là en fait. De toute façon, il y a toujours des efforts à faire. Écoutez, il y a toujours des désaccords entre son partenaire, donc forcément, il faut savoir faire des concessions, être ferme aussi d'un côté, savoir bien gérer. Et après, il y a toujours des petites crises, mais bon, ça fait partie un peu du jeu, quoi. Il faut en parler, il faut réussir à comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre, ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, et puis essayer d'avancer ensemble. Et de pardonner certaines choses et surtout être compréhensible et respectueux, surtout. On nous demande comment restaurer la confiance après une infidélité et éviter l'éloignement et le désamour. Je crois que l'infidélité, ça vient dire quelque chose sur une histoire. C'est jamais anodin de toute façon. Après, évidemment, on peut choisir de dire c'est terminé, moi je ne peux plus jamais faire confiance, mais ça peut être quand même un peu dommage de détruire toute une histoire qui se construit petit à petit. Donc voilà, il s'agit de mettre à plat, de discuter entre adultes responsables, face à face, en disant très bien, qu'est-ce que tu es allé chercher en dehors que moi je ne t'offre pas ou que ce couple ne t'offre pas. Donc voilà, il faut travailler à deux. Et avec toutes les idées qu'on peut avoir, on aborde la question de la même façon si c'est la femme ou l'homme qui était infidèle ou pas? Moi, en tout cas, en thérapie, je l'aborde de la même manière. Maintenant, ça peut vouloir dire la même chose. Ça peut vouloir dire la même chose. Maintenant, il faut aller voir dans chaque histoire personnelle qu'est-ce que ça veut dire, parce que je crois qu'une infidélité ne dit pas la même chose à chaque individu. Je ne crois pas que ce soit vraiment question d'homme ou femme, mais vraiment de chaque histoire personnelle. Question de Nanou, la crise d'un couple peut-elle venir d'un manque de dialogue ou de compréhension? Oui, enfin, c'est-à-dire que si le manque de dialogue s'instaure sur le long terme, c'est-à-dire que si au bout d'un moment, on n'a plus rien à se dire, on ne se parle plus, on rentre le plus tard possible le soir, ça veut dire quelque chose. Disons que c'est plutôt une conséquence d'une crise qui couve le manque de communication que ça cause. David nous dit que ça fait 7 ans qu'il est avec son conjoint. Il manque cruellement d'écoute. Même après une discussion, le problème revient. Que faire? Alors,
parfois il faut mieux communiquer aussi. C'est-à-dire que ça dépend comment on aborde le sujet. Des fois on l'aborde entre deux comme ça, ou alors lors d'une engueulade, ce qui n'est pas toujours le meilleur moment. Et puis évidemment, si on n'y arrive pas, il ne faut pas hésiter à voir quelqu'un, un thérapeute de couple, psychothérapeute. Mais l'intérêt de voir quelqu'un, c'est parce que là il le dit, il manque cruellement d'écoute. Avec quelqu'un, on est obligé d'écouter ce que dit l'autre. Ce qui peut être parfois la première fois où on écoute tout son à fait. conjoint. Et puis effectivement, il y a des méthodes de communication qu'utilise le thérapeute de couple justement pour faire bien comprendre à l'autre. Vous avez entendu, perçu ce que votre partenaire est en train de dire. Maintenant, vous allez le reformuler pour voir qu'est-ce que ça vous fait à vous et dans quel état émotionnel vous êtes. Oui, je rejoins tout à fait ce que William dit. C'est vraiment essentiel. Le rôle du thérapeute, c'est comme un passeur de communication ou un traducteur parfois aussi. On entend toujours de la même manière, avec la même oreille ce que dit l'autre. Et le thérapeute l'entend autrement et effectivement peut reformuler autrement ce qui a été dit. Oui. Question de Christophe. Chacun évolue avec les années qui passent. Comment faire pour évoluer dans le même sens ? Alors évoluer dans le même sens, c'est effectivement important, mais on peut aussi s'éloigner, se rapprocher. Le tout, c'est aussi d'accepter que l'autre n'évolue pas au même rythme, mais exactement dans le même sens. C'est accepter l'autre, c'est s'accepter soi et puis accepter l'autre. Donc là aussi, évidemment, il peut y avoir un travail en thérapie pour faire comprendre qu'on n'est pas obligé d'être strictement, exactement au même endroit, à la même vitesse, à la même allure. Mais quand c'est dans le domaine de la sexualité, ça peut poser un gros problème. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Maintenant, rien n'est perdu. Moi, j'ai plein de couples en thérapie et où on remet de la communication érotique parce qu'effectivement, on a perdu le chemin parallèle. C'est-à-dire que, notamment, la vie quotidienne fait que souvent, tout le quotidien est entièrement rempli par d'autres choses que du sexe. Et puis, on s'éloigne, on s'en parle pas. Ça peut être un peu tabou. Il y a quand même beaucoup de couples, moi, j'entends, qui ne parlent pas du tout de sexe entre eux. Voilà, ça devrait être naturel, alors qu'en fait, ça l'est pas. Tout ça, c'est construit, c'est éducationnel. Oui, mais quand vous dites, par exemple, remettre de l'érotisme, il y a des couples où l'un des deux, peut-être souvent les femmes, mais pas forcément, au bout d'un moment, n'ont plus envie. Donc, il n'y a pas question d'érotisme, puisqu'elles n'ont plus envie. Oui. Ça, j'imagine que ça arrive dans vos consultations. Oui, bien sûr, ça pose question. Maintenant, là aussi, quand on fait une thérapie, on demande aussi à la femme de quoi elle a envie à côté. Parce que souvent, avec l'absence de communication érotique, elle s'éloigne de ses propres désirs à elle. Et déjà, lui redonner la parole pour qu'elle dise « mais moi, ce que j'aimerais, c'est ça », qui n'a peut-être parfois rien à voir avec ce qu'ils font, ni avec ce qu'a envie monsieur. Question de France et Boris, j'imagine qu'ils sont en couple. Ils se posent à deux la même question. La vieillesse peut-elle être à l'origine d'un couple en crise ? Si oui, pourquoi ? Oui, bien sûr. L'âge, ça vient perturber quand même certaines fonctions, les organes, la psyché. On évolue toute une vie, donc évidemment, on n'a pas les mêmes envies avec l'âge, ça c'est sûr. Et donc là aussi, il faut en parler. Bien sûr que l'âge peut être une source de crise de couple. Agnès a vécu 10 ans avec un homme narcissique avec qui la communication de couple était quasi impossible. Est-ce que les narcissiques peuvent finalement vivre en couple ? La question, c'est celle du conjoint aussi. Comment se fait-il qu'elle ait supporté pendant 10 ans de vivre avec quelqu'un qui a cette... alors si c'est vraiment une pathologie de pervers narcissique, d'avoir cette pathologie. Alors est-ce que d'une certaine manière, inconsciemment, parce qu'elle a vécu quelque chose dans son enfance, elle y a trouvé une sorte de compte toxique, malsain, elle peut aussi... Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de se poser la question de soi, quel est le rôle qu'on joue là-dedans, pour ne pas non plus être constamment en position de victime. Alors, on peut être aussi acteur de ce qui se passe et se dire quel rôle j'ai joué, pourquoi je l'ai fait, comment je peux m'en sortir et s'appuyer là-dessus pour réagir. Comment faire quand il y en a un des deux qui aime plus que l'autre ? C'est souvent une grande question. Ouais. Moi, je leur explique que c'est pas grave. De toute façon, ça évolue aussi. Et puis, à un moment donné, on peut plus s'aimer, et puis l'autre moins. Et puis après, quelques années plus tard, ça change, ça évolue. Tout ça évolue. Donc, il faut l'accepter. C'est pas dramatique et c'est pas grave, surtout. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas éventuellement la question de pourquoi mon conjoint est jaloux et moi pas, alors que c'est pas forcément aimer plus, c'est un mode de fonctionnement différent. Tout à fait. La jalousie, ça a quand même très à voir avec le sentiment de propriété. Et puis aussi avec un peu un manque de confiance en soi. Donc dans un couple, il peut y en avoir un qui a totalement confiance en lui-même et puis dire mais non, mais moi je suis pas jaloux. Voilà, j'ai confiance. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui prennent la jalousie comme étant liée à l'amour. Alors un petit peu, bien évidemment. La compersion, elle a ses limites, mais non, c'est pas obligatoirement lié.
Et puis ça dépend ce qu'on appelle aimer aussi. Hein, il y a des manifestations du début. Non, mais il y a des manifestations d'amour qui sont pas les mêmes. Et donc il m'aime plus ou il m'aime moins. Ça dépend aussi de ce qu'on attend comme marque d'amour et ce qu'on a su exprimer, la manière dont on a aussi été élevé dans son enfance par rapport à ça. Oui, mais pour ça aussi, pour savoir ce qu'on attend, il faut aussi pouvoir parler. Il faut parler, absolument, il faut le dire. Effectivement, si on ne demande rien, on n'a rien. Parmi les couples que vous recevez, il y a beaucoup de couples qui ne se parlent pas. Oui, enfin vraiment, moi je trouve que c'est majoritaire et c'est quelque chose qui m'a étonné quand j'ai commencé ma pratique, effectivement. C'est que souvent le cabinet, alors j'ai beaucoup de gens qui viennent d'abord tout seuls en disant bon, c'est moi qui ai un problème, hein, bien sûr. Et puis j'en dis vous voyez, ça veut dire qu'il faut l'amener dans votre couple, donc amener votre partenaire et qu'on remette de la parole entre vous deux parce qu'ils ne parlent pas, hein, ou alors ils parlent en crise, c'est-à-dire qu'ils parlent lorsqu'ils s'engueulent. C'est pas toujours le moment où on se dit les choses les plus calmement, les plus réfléchies. Il y a beaucoup de choses. Et puis il y a tellement d'histoires du passé, des parents qui ressurgissent dans ces moments-là parce que c'est l'inconscient qui parle, que ça, faut le mettre à plat et le poser. Et en cabinet, il n'y a pas des couples qui n'arrivent pas à se parler. Ils arrivent finalement tous à se parler ? Non, bien sûr, il y en a qui arrivent au cabinet et c'est surtout qu'il y en a un des deux qui n'a pas envie d'être là, qui n'a pas envie d'aller travailler ça. L'autre veut, je vais faire pour faire plaisir, hein, on va y aller, hein, mais au fond de soi, ça résiste et ça ne veut pas bouger. Enfin, juste pour ajouter, il arrive très souvent que, moi je reçois essentiellement des couples, donc ils viennent la plupart du temps d'abord en couple, et très souvent, une femme traîne un peu son mari à la consultation et dit, il n'avait pas très envie de venir, lui dit, je suis là parce qu'elle me l'a demandé, et il est décrit par son épouse comme mutique, peu communicant. C'est vrai que le manque de communication, c'est une demande essentielle. Et ce qui est amusant, c'est qu'on s'aperçoit au cours de la première consultation que cet homme mutique, au fond, a pas mal envie de parler de lui, est très intéressé par le fait qu'on s'intéresse à lui, qu'on l'écoute autrement que sa femme a l'habitude de l'écouter. Il s'attend à être jugé, on lui fait aucun reproche. Et finalement, c'est lui très souvent qui redemande une nouvelle consultation. Une question d'Élodie qui est finalement peut-être pleine de bon sens. Comment savoir quand c'est la fin ? Oui, c'est une bonne question. Je crois qu'il faut réfléchir, se poser, quel travail on peut faire, est-ce qu'on est déjà allé voir quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire ou pas, de voir un thérapeute de couple, un sexologue ou un psychothérapeute. Je crois que c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi, qu'une histoire est arrivée au bout, qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Il y a des couples qui s'arrêtent de manière très simple et très facile, hein, disons. Je crois qu'on est allé au bout. Voilà, il n'y a plus d'amour, hein, il peut y avoir du respect, il peut y avoir de l'amitié, mais il n'y a plus de sexe entre nous, il n'y a plus de désir, j'ai plus envie de partager, et puis les chemins s'éloignent tellement que c'est incompatible. Je crois que c'est quelque chose qu'on ressent fondamentalement au fond de soi. Je sais pas. Oui, non, il me semble que quand on n'éprouve plus aucun plaisir à faire quoi que ce soit ensemble, il ne s'agit pas simplement de relations sexuelles, mais voyager, aller dîner au restaurant. Enfin, il y a quand même beaucoup de couples qui restent ensemble, même quand il n'y a plus de relations sexuelles. Oui, bien sûr, dans la mesure où c'est une sorte d'accord tacite entre eux, oui, mais c'est de faire des choses ensemble. Oui, du plaisir à être ensemble. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça peut répondre à la question d'Élodie, mais en tout cas, c'est vrai que quand le dialogue dans un couple devient trop difficile, consulter un thérapeute de couple peut être la solution. L'issue de la thérapie n'est évidemment pas garantie, mais dans tous les cas, elle peut permettre de prendre une décision. On reste ensemble ou on se sépare. Voyez ce reportage d'Elphine Renaud et Benoît Lordelot. Pendant plus de 20 ans, Mégane a vécu en couple. Mais au fil des années, le bonheur et l'harmonie du ménage ont fait place à des tensions et des crises. Je dirais que les 5 dernières années, c'était très en dents de scie. Il y avait des moments très bien et des moments vraiment pas bien. Ce qui était compliqué, c'est qu'il n'y avait plus de communication, on ne se parlait plus. J'avais vraiment l'impression d'être en mode parallèle. Nos chemins ne se croisaient pas, on pouvait être dans la même pièce. On se parlait très peu et quand on se parlait tout de suite, ça partait un petit peu en live, en dispute. Afin de retrouver un dialogue et un équilibre, Mégane et son compagnon décident de suivre une thérapie de couple. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle retrouve sa thérapeute. Dites-moi un petit peu, on va faire un petit bilan en fait. D'accord. Donc vous êtes seul aujourd'hui, dois-je en conclure que la thérapie de couple a débouché sur une rupture ? Exactement. D'accord. Malgré leur souhait de trouver une solution au conflit, après plusieurs séances, Mégane et son conjoint décident de se séparer.
pour avoir vu tous les cas de figure, une thérapie de couple, ça peut être on reste ensemble puis on se sépare quelques temps après, on se sépare puis finalement on se remet ensemble et on se sépare. Voilà. Moi j'ai vu tous les cas de figure. Donc du coup une thérapie de couple, on ne sait jamais à l'avance ce que ça va donner réellement. Le travail avec la thérapeute a permis au couple de faire un état des lieux de leurs années communes et de prendre des décisions par rapport à leur avenir. Vous étiez quelqu'un de très objectif en fait, donc j'étais obligée de me poser des questions. J'avais pas quelqu'un en face qui m'a dit ce serait bien de faire ceci, cela. J'étais obligée de me dire qu'est-ce que toi tu veux toi-même en fait. D'accord. Au fil des séances, la parole se libère et permet aux deux conjoints d'accepter la fin de leur histoire. Là, on s'est dit, on n'arrive toujours pas à se parler, même avec la thérapeute. Finalement, quand j'écoute l'autre et que je m'écoute, je me rends compte que non, ça ne va pas du tout. Et c'était bien, c'était vraiment verbaliser tout ce qui se passait devant quelqu'un d'autre. Et vraiment, ça nous a emmenés à dire, et surtout moi, à dire, stop, ça suffit. Maintenant, non. Donc pour moi, le fait qu'on soit séparés après la thérapie, pour moi, ce n'est pas du tout un échec. Je pense que justement, la thérapie nous a permis de faire ça, au lieu que ça traîne pendant des années, des mois, que ça s'envenime. Commencer une thérapie de couple en se disant à coup sûr on va sauver notre couple, c'est pas raisonné ni raisonnable, parce que c'est pas ça qu'on fait en thérapie de couple. En thérapie de couple, on cherche à savoir si le couple est viable. Et des fois, il ne l'est plus. Il l'a été pendant des années, mais il ne l'est plus. Pourquoi ? Parce que les personnes qui constituent ce couple ont elles-mêmes changé à l'intérieur de cette dynamique, et donc du coup, la dynamique n'arrive plus à retrouver des points d'équilibre. Et donc la dynamique doit s'arrêter en fait, on doit cesser le couple. Finalement, ce travail de couple, il vous aura permis de vous révéler à vous-même avant tout, quoi. Oui, et de redevenir moi-même, je dirais. Ouais. En fait, c'est ça, c'est surtout ça. Je me suis perdue, je me suis retrouvée, et voilà. Aujourd'hui, Mégane a retrouvé un équilibre. À 55 ans, elle vit une nouvelle histoire d'amour et cette fois, le dialogue est au centre de son couple. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Léna nous demande que faire si l'un des deux partenaires refuse d'aller voir un psy ou un conseiller conjugal ou un thérapeute de couple. Je crois que ça vaut quand même le coup d'y aller toute seule, voilà, et puis de faire son bonhomme de chemin et son travail. Bien évidemment, on ne fait pas la même chose que quand on est avec le couple en entier, hein, mais elle verra où est-ce que ça va l'amener elle, et puis ensuite elle prendra des décisions qui s'imposeront dans son couple. Voilà. Et ça peut arriver avec l'évolution durant la thérapie que le conjoint à ce moment-là accepte de venir à un moment, ou c'est en général quand il ne veut pas d'emblée Alors après, ça je crois que c'est assez propre à chaque thérapeute. Moi par exemple, si je ne vois pas le partenaire ou la partenaire assez rapidement, je ne le prends pas en milieu de thérapie ou en fin de thérapie. Parce qu'il s'est joué tellement de choses, il s'est dit tellement de choses à l'intérieur de cet espace qui lui est propre que je l'ai fait, je me rappelle, dans mes jeunes années, et effectivement, le partenaire se sentait exclu, jaloux, etc. Et ça, il ne faut pas. Donc je crois qu'il vaut mieux que le partenaire aille faire une thérapie. Oui, absolument pareil. Mais en revanche, si le partenaire ne veut pas, je propose quand même, je discute dans le premier entretien de la manière dont on pourrait le faire venir, en fonction de la situation. Et je lui dis de le proposer qu'il vienne une fois. Une fois, c'est tout. Et il verra s'il a envie ou pas. Et très souvent, ça marche. Vous parlez depuis tout à l'heure de séances de thérapie. En gros, on en prend pour 5, 10, 15 séances. Non, mais parce qu'on si on parle... C'est expression. Il y a des cartes avec différents tickets. Vous pouvez prendre 5 tickets. Non, mais si on parle de psychanalyse, on sait qu'effectivement, on parle habituellement en années. Est-ce que là, c'est quelque chose en moyenne qui peut être résolu en 5-6 séances ou ça peut être un peu plus costaud que ça ? Moi, je dis toujours au couple que je ne sais pas combien de temps ça prendra et que ça va dépendre de ce qu'on va trouver pendant. Maintenant, pour moi, je leur dis aussi qu'une thérapie de couple, c'est rarement en quelques mois qu'on change tout. Alors, encore une fois, ça dépend de leur histoire. Si ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble et 10 ans qu'ils sont en crise, il va certainement falloir un peu de temps. Voilà, donc faut compter, moi, je dis souvent, plusieurs mois, voire 1 an, 2 ans. Enfin voilà, on est sur ces timings-là. Oui, pour moi aussi, mais néanmoins, il arrive que les choses se débloquent. Là aussi, c'est l'inconscient qui fonctionne, mais se débloquent de manière très rapide, beaucoup plus rapide, en 3-4 séances, un problème, parce qu'il y a des choses très fortes qui ont été exprimées dès le début. Par exemple, il veut un enfant, j'en veux pas. Et il y a des choses qui peuvent se débloquer assez rapidement, et bon, quelques séances, 4, 5, peuvent suffire, oui. Quand le couple est en crise, faut-il faire une pause ?
Alors, ça, c'est la rupture provisoire, c'est un vaste sujet. C'est possible dans certains cas, à condition, comment dire, surtout s'il y a des enfants, à condition que les choses soient bien établies dès le début avec une limite. Parce que sinon, sinon on ne sait plus où on en est, on n'a plus de repères. Et je pense qu'il faut se dire, oui, on peut faire un break de, je ne sais pas, quelques mois, et ensuite on refait un point, éventuellement chez un thérapeute. Mais il faut que ça puisse avoir un début et une fin, sinon ça devient un peu compliqué pour l'entourage. Et dans les règles, au-delà des dates de début et dates de fin, on s'autorise à faire ce qu'on veut pendant cette période de break Mais attendez, vous cherchez quoi? Non, mais je me pose une question. J'ai une séance perso gratuite, j'en profite. Ma femme va être contente, hein, je vous le dis. Après, là, encore une fois, ça dépend du cadre qu'on pose. Hein. C'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Donc, ça se discute. Ça se discute dans le couple et ça se discute avec le thérapeute de qu'est-ce qu'on met dans la pause. Voilà. On dit que le sexe est le ciment du couple. Qu'en pensez-vous? C'est quand même ce qui fait un peu la différence avec un binôme, des colocataires, des frères et sœurs, des copains, etc. C'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Maintenant, avec le temps, c'est quelque chose qui peut disparaître sans que le couple soit en péril. Il y a beaucoup de couples qui n'ont plus de sexualité ensemble et pourtant qui s'aiment aussi, hein, et on peut s'aimer sans avoir de rapport sexuel ensemble, après un certain temps. Justement, vous dites après un certain temps, mais il y a des couples qui sexuellement dysfonctionnent d'emblée. Hein. Oui, tout à fait. Mais qui peuvent durer malgré tout. C'est vrai. Alors après, c'est souvent source de mécontentement quand même. Hein. Il peut y avoir aussi de l'agressivité, il peut y avoir d'autres choses inconscientes qui se jouent quand ça ne matche pas sexuellement. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on en fait, etc. Alors assez rapidement mettre un mouchoir dessus et puis dire bon allez, on va supprimer le sexe. C'est rare que ça fonctionne d'emblée. Je suppose que les gens qui viennent vous voir, de toute façon, si vous viennent vous voir en tant que sexologue, c'est qu'ils considèrent que c'est un problème. Mais il peut y avoir des couples qui se sont choisis sur un évitement de la sexualité. Un choix défensif, ça leur fait peur du fait de leur histoire à chacun. Et ils tiennent comme ça. Et ils tiennent sans sexualité, mais c'est un choix qui n'est pas forcément conscient. Mais dans ce cas-là, ils ne vont pas voir un sexologue. Ils sont bien d'une certaine manière. Ils ont trouvé une sorte d'arrangement qui les rassure. On va finir avec cette question de Laure. On va avoir un bébé, je me questionne sur mon couple après l'accouchement. Est-ce qu'on peut anticiper ce grand changement? Ah oui, ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sexuelles liées à la grossesse, à l'accouchement et à l'enfant après, et évidemment au couple après. Là aussi, je crois qu'il faut d'abord se laisser aller, ressentir les choses. Est-ce qu'on a du désir? Est-ce qu'on n'en a pas? Il y en a beaucoup qui font une croix sur la sexualité pendant toute la grossesse, et puis après qui vont mettre beaucoup d'affect sur l'enfant, ce qui est normal, et il n'y a pas de souci avec ça, mais le partenaire, il est un peu délaissé, ou c'est le partenaire qui va voir une mère en face de lui et qui ne voit plus la femme, voilà, qui ne la touche plus et il ne peut plus la toucher. Et je crois que ces questions-là, il faut aller les régler, effectivement, aller en parler dans le couple et puis aussi en thérapie. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle votre livre, Caroline Cruz, avec des dessins de Benoît Bastard. Il faut qu'on parle 60 sujets à aborder en couple avant qu'il ne soit trop tard. C'est aux éditions du Rocher. Demain, dans Le Docteur, on répondra à toutes vos questions sur les produits laitiers. D'ici là, passez une bonne après-midi. Au revoir. Excellent après-midi, à demain.